ouvre demain. Sénateurs et députés expriment dans ce journal leurs préoccupations pour le budget 2020. Les défis du respect de la loi par tous les citoyens, avocats et magistrats s'opposent à Douala pour des accusations de corruption contre 2 membres du barreau. Les robes noires sont-elles au-dessus de la loi? Récit des échauffourées de Douala dans ce 20h30. Et puis les défis de la Caisse nationale de prévoyance sociale, 60 milliards dus à la CNPS par des entreprises qui ne reversent pas les cotisations sociales. La détresse des retraités est dans ce journal. Et puis nous recevrons pour faire le point de la pandémie au Cameroun le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Il sera dans ce studio dans quelques temps seulement. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Dans un instant de l'ouverture de la session parlementaire demain et des attentes pour le budget 2021, vous l'avez compris. Mais d'abord, le temps des affaires qui repart entre Washington et Yaoundé. Des investisseurs américains reçus ce mercredi en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, et ils sont porteurs d'une douzaine de projets allant du transport à la santé en passant par les logements sociaux. Les échanges entre le chef de la délégation Edwin Friedman et Joseph Dion Gouté, c'est dans ce reportage de Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Je vous assure de la disponibilité à contribuer au renforcement des excellentes relations entre nos deux pays. À peine arrivé à la table du président élu des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le message de félicitations du président de la République du Cameroun, Paul Biya, produit déjà ses premiers effets. Le chef de la délégation des investisseurs américains déclare avoir échangé avec le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, sur les opportunités d'affaires au Cameroun. Nous avons assez d'informations sur le Cameroun à travers nos recherches. Le Cameroun est un beau pays qui a un potentiel immense en train d'être développé. En ligne de mire, l'énergie, la santé, le transport multimodal, l'agriculture, les logements sociaux et toutes autres opportunités pouvant contribuer à l'émergence industrielle du pays. L'attaché case du chef de la délégation américaine contient autant de projets que de disponibilité dans l'environnement des affaires au Cameroun. Rien que du lourd, avec un poids lourd de la jet set des investisseurs américains. Le consortium UFAI International comprend une centaine d'entreprises déjà présentes dans 6 continents. Le Cameroun sera le 94e pays au monde à l'accueillir. Le travail reprend donc. Le travail parlementaire, c'est demain jeudi, jour d'ouverture de la 3e et dernière session législative de cette année 2020. Pour les retrouvailles prévues en matinée à l'Assemblée nationale et l'après-midi au Sénat, les parlementaires ont déjà de nombreuses attentes, parmi lesquelles ils espèrent tous un projet de budget susceptible de prendre en compte les grands défis de l'heure au Cameroun. Voici le florilège de ces attentes dans ce reportage de Mathieu Kemgo. C'est le plat de résistance de cette session de novembre 2020, le vote de la loi de finances pour l'année 2021. Le moment est très attendu. Certains parlementaires sont impatients de découvrir le projet de loi irrelatif. Il faut donner aux parlementaires la possibilité de lire la loi de finances et de réagir de manière conséquente. Et pour le faire, il faut respecter le délai constitutionnel de 15 jours. Le budget de l'État est donc fortement attendu. Députés et sénateurs espèrent y trouver des solutions à certaines grandes préoccupations de l'heure. Que le budget, j'espère, tienne compte de la situation déjà sanitaire qui est assez préoccupante et puis des événements qui se déroulent dans le pays, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut néanmoins que malgré toutes ces pandémies,
que les enfants continuent à être éduqués. À l'écoute du peuple et des collectivités territoriales décentralisées qu'ils représentent, ces parlementaires attendent fortement l'effectivité de la décentralisation. Nous attendons voir des inscriptions budgétaires qui cadrent avec l'accélération véritable de la décentralisation. Ces attentes seront entendues au Palais des Congrès où siègent les deux chambres du Parlement. Une proximité qui favorise un travail en commun visant le même objectif, le bien-être des Camerounais. Et on l'entend bien dans ce reportage, la lutte contre la pandémie préoccupe également les parlementaires et les CAM également qui introduit maintenant des kits anti-Covid-19 dans le matériel électoral. Les kits sont acheminés en ce moment même vers les départements et les CAM qui a mis les petits plats dans les grands. Le directeur général des élections annonce que tout est fin prêt pour ces premières élections régionales au Cameroun. Augustin Guizana. Voici le lot du matériel électoral destiné aux circonscriptions électorales de la région du Sud pour ces régionales. Le directeur général des élections s'assure que tout ira à bonne destination. Il y a 25 000 petites enveloppes, puisque c'est une enveloppe par électeur, plus la marge de sécurité. Nous devons être autour de 2 000 PV de dépouillement, puisqu'il y a les PV des bureaux de vote et les PV des commissions régionales. Au terme du conditionnement, Éric Essoussé a passé en revue les différents compartiments qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 semaines. C'est ici que tout est conçu et tous les autres pôles travaillent en collaboration étroite. Puis, service de conditionnement. Les responsables ici expliquent que les lots sont disposés par bureau de vote et par région. Pour chacun de ces documents, ils ont les stocks réels, ils ont des stocks de sécurité. Direction Centre national de biométrie. Les cartes d'électeurs sont disponibles pour les 2 types de collèges électoraux. D'une part, près de 15 000 chefs traditionnels et de l'autre côté, il y a 10 000 conseillers municipaux. Le personnel est galvanisé par les mots du directeur général des élections. Éric Essoussé demande à son staff de redoubler d'ardeur au travail. Nous allons à Douala pour cette affaire de corruption de 2 avocats au barreau qui a provoqué hier mardi des échauffourées au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. La première audience des 2 mises en cause a tourné à une rixe générale. Les confrères des 2 avocats mis sous mandat de dépôt étant venus en masse pour obtenir ni plus ni moins que leur libération. Nous allons donc à Douala pour mieux comprendre les faits avec Joseph Itoté. Tout a commencé le 2 novembre 2020. Un certain Noubon est condamné par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo à 18 ans de prison. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 5 novembre 2020, un certain Wanan, frère du condamné, se présente par devant la juge de l'affaire pour exiger le remboursement d'une somme de 3 millions de francs CFA qu'elle aurait perçue pour élargir purement et simplement le condamné. Face à l'étonnement de la juge, Sieur Wanan va brandir les voices WhatsApp des avocats en guise de preuve. Sur le champ, une procédure judiciaire est ouverte. Les 2 avocats sont convoqués et de leur première audition, ils reconnaissent avoir perçu 3 millions de francs CFA, argent qui devait couvrir leurs honoraires. Et pourtant, les voices des 2 avocats envoyés à leurs clients laissaient entendre que cet argent était prédestiné à la juge. La police judiciaire va se saisir de l'affaire. Les 2 avocats sont mis sous mandat de dépôt. C'est donc lors de la première audience de comparution des 2 avocats que la confrérie a assiégé le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo hier. Fait particulier dans cette affaire, de 18 ans de prison, il s'agit plutôt de 18 mois d'emprisonnement pour le sieur Noubom qui est à l'origine de ce scandale de corruption. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu au barreau et au tribunal à Douala. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction pour mettre le doigt là où ça fait mal pour les retraités. La question douloureuse du non-paiement de leur pension retraite due généralement au non-reversement des cotisations sociales par les entreprises. Plus de 16 000 employés qui sont ainsi en détresse au Cameroun. La Caisse nationale de prévoyance sociale réclame la faramineuse somme de 60 milliards de francs CFA aux employeurs. Une affaire de gros sous et de grosses peines. Cyril Kingembepe. Les très petites entreprises sont les plus insolvables. 8 sur 10 sont endettés.
De façon globale, signale la CNPS, le mal touche 23 000 entreprises régies par le Code du travail. Il devient urgent de sauver les droits sociaux de 16 000 travailleurs. La loi dit que quand on a retenu les cotisations syndicales sur ton salaire et que cela est prouvé par un bulletin de paye, la CNPS ne doit pas pouvoir retenir tes allocations, mais elle doit pouvoir poursuivre les employeurs qui n'ont pas reversé. Les bulletins de paie démontrent pourtant que les contributions des salariés sont retenues. Nous appelons les employeurs à être conscients que ce sont les deniers publics et que le fait de ne pas les reverser, ça a un coût. Donc ils sont poursuivables judiciairement. C'est la CNPS qui doit pouvoir mettre la pression sur ces employés et la CNPS peut bloquer leur compte. Depuis 2016, plus de 60 milliards de francs CFA échappent ainsi au contrôle. Important de rappeler que le salarié et l'employeur cotisent chaque mois une moitié des 8,4% du salaire de base versé à la CNPS. Je vous l'annonçais tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, est avec nous dans ce studio pour le point de la pandémie en ce moment même au Cameroun. Bonsoir, Monsieur le ministre de la Santé publique. Bonsoir. Alors, quelle est la situation à l'heure où nous allons faire ce point sur ce plateau ce soir? Le point aujourd'hui affiche les cas confirmés de l'ordre de 22 548, soit des guéris, c'est-à-dire des rémissions, de l'ordre de 21 644. Et puis, nous avons malheureusement enregistré 433 décès. Ça nous fait, pour être plus auprès de la réalité, environ 471 personnes qui sont en ce moment des cas actifs au Cameroun. Donc, au niveau de nos unités de prise en charge, nous n'avons en ce moment que 31 personnes et 4 qui sont sous oxygène. Voilà un peu globalement la situation. Soit un taux de guérison de l'ordre de 96% et un taux de létalité de 1,9%. En comparaison maintenant avec le taux sur le plan national, sur le plan du continent, nous avons en termes de taux de létalité au niveau de l'Afrique 2,4% et au niveau du monde 3,7%. Donc, en un mot, le Cameroun maîtrise bien cette pandémie. C'est pas nous le virus est sous contrôle. C'est pas nous qui le disons. Je voulais d'ailleurs sur ce point adresser mes différents remerciements au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, de par les instructions, les très hautes instructions qu'il a toujours eu à donner au premier chef du gouvernement qui coordonne sur le plan opérationnel cette lutte, dire en réalité que l'OMS vient de rendre public un calendrier des pays qui ont le mieux géré la pandémie dans le monde. Et en Afrique, il n'y a que 2 pays, c'est-à-dire le Cameroun et la Zambie. Et donc, ça voudrait dire quand même qu'au niveau national, le gouvernement a su prendre les meilleures mesures pour pouvoir faire face à cette pandémie. Alors, on va dire à ce stade-là un cocorico, mais tout de même, la deuxième vague est déjà annoncée. La deuxième vague de contamination est annoncée en Europe notamment. Et il y a cette histoire, je vais le dire avec des guillemets, des faux tests Covid-19 négatifs effectués par certains Camerounais en France, qui fait maintenant craindre que cette deuxième vague de contamination n'atteigne le Cameroun. Qu'est-ce que le gouvernement déploie comme dispositif pour faire face à cette nouvelle vague? Permettez-moi de rectifier quand même que ce n'est pas que les Camerounais qui sont accusés de faire des faux tests en Europe, notamment à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a d'autres nationalités, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information. Du moment où nous avons eu l'information, nous l'avons portée à la très haute attention de M. le Président de la République, qui a pris une décision forte. Et le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de faire tester tous les passagers qui débarquent au Cameroun, n'est-ce pas, par les aéroports de Yaoundé et Douala. Et donc, cette mesure a été immédiatement répercutée aux autorités concernés, notamment nous avons saisi le ministre des Transports, nous avons saisi le gouverneur de région. Vous savez que c'est eux qui coordonnent sur le plan régional maintenant
le plan de riposte. Et donc, cette mesure est effective. Voilà. Ce que nous avons également fait, c'est de renforcer, n'est-ce pas, l'unité aux postes frontières en matière de ressources humaines. Nous avons fait des infrastructures devant accueillir, mais en réalité, nous le faisons pas simplement en attente du déploiement de la société Medites qui devrait pouvoir prendre le relais dans le cas de la décontamination, de la désinfection et puis dans le cas de testing au niveau des aéroports. Notre objectif ici, c'est d'éviter qu'il y ait des engorgements et donc de multiplier les équipes, mais de pouvoir au maximum réduire une éventuelle importation. Et depuis que nous avons mis en place ce dispositif, ça marche très bien. À Simalène, à Douala et à l'aéroport international de Douala, voilà. Ici à Simalène, à Yaoundé, je voulais dire. Alors, on a constaté que ce dispositif, d'ailleurs, aurait dû être mis en place dès la première vague et on aurait été épargné totalement ou partiellement, on n'en sait rien, de cette pandémie. Je ne pense pas qu'on n'a pas mis ce dispositif. Ce dispositif existait bien. De ce fameux 17 voilà. mai. Ça existait bien. Mais vous savez très bien qu'à ce moment, nous avions focalisé sur le screening, n'est-ce pas, des passagers, et nous n'avions pas cette capacité de testing que nous avons aujourd'hui avec les tests de dépistage rapide antigène. Et donc, je pense que ce n'est pas faute d'y avoir pensé, mais à ce moment, c'était un peu plus difficile sur la scène internationale. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de pouvoir tenir, pour pouvoir empêcher cette nouvelle importation. Monsieur le ministre, on a constaté ce mercredi à Douala, dans les informations qui nous viennent de la capitale économique, une vague annoncée de contamination. Dans une école, on a annoncé une vingtaine de cas. Qu'en est-il exactement ce soir? Non, ce n'est pas une vague de contamination comme j'entends et je lis sur les réseaux sociaux. En réalité, nous parlons là de 3 districts où on a eu un taux de contamination au-dessus de ce que nous avions l'habitude. Vous savez très bien que notre objectif, c'est de descendre en deçà de 100 cas par semaine. Et là, nous sommes, avec ces cas-là, nous sommes un peu plus au-dessus de 200. Et donc, ça a attiré l'attention tout de suite parce que vous savez très bien aussi que nous sommes en train de tester les enseignants, nous sommes en train de tester les élèves. Et donc, c'est juste dans ce sens-là. Et nous avons également les retours des vacances venant des pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et tout le reste. Donc, je crois que c'est ça qui a fait en sorte qu'on ait un peu plus de cas. Mais rapidement, il y a les équipes qui sont descendues sur le terrain dans le cadre de la recherche active des cas et du suivi des contacts pour pouvoir rapidement, n'est-ce pas, circonscrire les cas et pouvoir tester tous les cas contacts. Et le moment venu, nous leur donnerons le traitement qu'il faut assez précocement. Donc ça se fait et nous avons élargi la mesure à tous les districts, les 190 districts que nous avons au Cameroun. Dans le cadre de la surveillance active et la détection précoce à tous les niveaux. Ils entrent dans les communautés, ils entrent dans les formations sanitaires au niveau des portes d'entrée. Donc nous avons élargi cette mesure et je pense que ça donnera les fruits. Une dernière chose, Monsieur le ministre, sans être alarmiste, est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun a les moyens, s'il y avait par hasard cette deuxième vague déferlante chez nous, après le démantèlement de ces centres de prise en charge érigés à Yaoundé et à Douala, comment allons-nous nous organiser très rapidement pour faire face à cette déferlante si elle arrivait? Disons que les moyens doivent s'apprécier à 2 niveaux. Est-ce que nous avons les moyens techniques? Oui, le gouvernement a déployé un ensemble d'équipements, un ensemble de personnel et nous sommes en train d'en former encore pour pouvoir tenir, notamment dans la prise en charge des cas, au moment où si jamais il y aurait une seconde vague, pour tenir au niveau de la surveillance dans les communautés. Donc sur le plan technique, ce travail est en train de se faire. Maintenant, vous savez très bien quelle est la sensibilité de M. le Président de la République sur cette question. Et donc, dire que est-ce que nous avons les moyens, je crois que le Président prend toutes les dispositions pour que la riposte soit vigoureuse, la riposte conduise à ce qu'il y ait une meilleure maîtrise
de la pandémie et je pense que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude sur ce point. La plus grande inquiétude que nous avons, nous techniciens sur le terrain en ce moment, c'est ce relâchement que nous constatons. Parce que si il y a eu des cas qui ont un peu plus alerté, c'est parce que plus personne désormais ne porte le masque. Voilà, ne porte le masque. Ou alors, dans la plupart des cas, on ne lave plus les mains, on utilise souvent des mêmes objets. Je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire en matière de respect des mesures barrières et de port systématique de masques. Et c'est notre message aujourd'hui, c'est que nous renforçons le respect des mesures barrières et le port systématique des masques tel que cela a été édicté par le président de la République. Merci, Monsieur le ministre de la Santé publique, d'être venu donner ces précisions ici sur le plateau du 20h30. Les mesures barrières restent de rigueur jusqu'à nouvel avis et le masque notamment ne cesse de répéter le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Nous parlons à présent de santé animale, l'interprofession avicole qui tremble depuis la récente découverte des nouveaux foyers de la grippe aviaire en Europe. Le ministre de l'Élevage appelle à la plus grande vigilance dans ce secteur. Première mesure, la suspension des importations des produits avicoles. Une alerte sérieuse donc, Franck Evina. Dans cette note interne datée du 9 novembre 2020, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales prévient du danger qui plane. Des foyers de grippe aviaire découverts dans 6 pays d'Europe, auprès desquels le Cameroun achète notamment des intrants avicoles. Le docteur Taïga instruit le renforcement des mesures de prévention pour empêcher l'introduction du virus par voie d'importation. Surveillance aux frontières, application rigoureuse des mesures d'inspection sanitaire vétérinaire, suspension des importations de poussins et autres espèces sensibles à l'influenza aviaire. Un virus hautement pathogène qui hante les acteurs de la filière, regroupés au sein de l'interprofession avicole du Cameroun. On nous avait déjà alerté, envoyé des messages pour nous annoncer que c'est déjà dans d'autres pays en Europe. Les aviculteurs doivent immédiatement arrêter les importations en provenance des pays d'Europe et surtout de notre grand voisin. Mieux vaut avoir des élevages vides que d'avoir le virus. Car le Cameroun garde de très mauvais souvenirs des épizooties de grippe aviaire. La dernière, entre 2016 et 2017, serait, selon le président de l'interprofession avicole du Cameroun, en partie responsable de la faible production actuelle dans les fermes. L'Afrique centrale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique tenaient ce mercredi une session consacrée aux questions de diversification et de compétitivité des économies de la sous-région. Une nécessité articulée autour de la conception des curricula de formation technique et professionnelle pour accélérer l'industrialisation. Nous faisons le point de ces travaux de Yaoundé avec Marie-Laurence Nké. Pour accélérer l'industrialisation et la diversification des économies des pays de l'Afrique centrale, les experts sont unanimes. Il faut orienter les apprenants et étudiants vers des formations à forte connotation technique. Bien plus, il faut adapter ces formations aux besoins des industries et pour ce faire, il faut associer le secteur privé à la conception des curricula de formation. Voilà des clés retenues par les experts de l'Afrique centrale pour rompre l'inadéquation entre les ressources humaines formées et les nécessités opérationnelles exprimées par des entreprises industrielles. Pour Gabriel Dodondoké, ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les pays d'Afrique centrale doivent changer de paradigme économique et organiser les métiers. Et pour cela, il faudra cesser d'exporter les matières brutes pour les transformer localement. Le problème des compétences est au cœur de toute transformation structurelle. Les pays de l'Afrique centrale ont donc une feuille de route pour lever cette autre entrave à la compétitivité de leur économie. La protection et le bien-être des travailleurs étaient débattus ce mercredi au ministère du Travail. Un atelier consacré à la maîtrise des conventions de l'OIT en la matière. Augustin Bichoka. Le Cameroun est membre de l'Organisation internationale du travail depuis février 1960. Notre pays a ratifié à ce jour 50 conventions internationales qui sont peu ou mal connues par le public. La division des normes et de la coopération se propose d'implémenter leur vulgarisation. L'intérêt de cet atelier aujourd'hui, qui est un atelier de conformation tripartite,
dans lequel seront abordés d'une part l'impact des normes internationales du travail sur la législation nationale camerounaise et d'autre part un état des lieux rapide. À l'ouverture des travaux, devant les représentants des acteurs sociaux, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Johnny Razak, a souhaité que des différents exposés permettent aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances. Il y a les 8 normes fondamentales, il y a des conventions qui sont pour interdire le travail forcé. Il y va de l'amélioration du cadre de travail décent. Le plan triennal spécial jeunes fait escale dans la région de l'Est. Près de 180 jeunes en attente de financement ont ainsi pu recevoir des kits d'installation et des chèques. À cette étape, comme à d'autres, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, invite les bénéficiaires à mettre ses appuis à profit. Eliomé Ondo est à Bertois. Entrepreneurial de l'émergence d'un pays prospère. C'est un ouf de soulagement que poussent les jeunes de la région de l'Est, bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes, à l'occasion de cette visite de travail du ministre Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Éducation civique, venu leur distribuer des chèques, des attestations et des équipements pour faciliter leur installation. Nos impressions sont celles d'un jeune comblé parce que la plus grande difficulté que nous rencontrons dans l'entrepreneuriat jeune, c'est l'appui au financement. Aujourd'hui, nous avons reçu ce financement. On faisait des petits champs. Maintenant, avec ce financement, on va essayer de l'agrandir et de le perfectionner. Un appui du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État Paul Biya à juguler le chômage des jeunes et dynamiser la croissance économique par l'appui à la création d'entreprises et d'emplois. Le plan triennal spécial jeune est palpable et visible à l'Est aujourd'hui. Il n'y a plus de la place au doute ou au scepticisme. Cette cérémonie à la place des fêtes d'Abomban a été l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou de remettre des kits de réarmement moral, civique et entrepreneurial aux responsables opérationnels des services déconcentrés de son ministère dans le but de faciliter la conduite des sessions sur le terrain, le suivi et l'accompagnement des jeunes. L'élite gouvernementale représentée par le ministre Joseph Lé et l'élite politique ont tenu à venir encourager les jeunes de l'Est à saisir toutes les opportunités locales à leur portée pour leur plein épanouissement. Rentrée solennelle ce 11 novembre à l'Université catholique d'Afrique centrale. La cérémonie coprésidée par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et par le représentant du ministre des Enseignements supérieurs a été l'occasion de bénir le bâtiment dédié à la toute nouvelle faculté des sciences juridiques et politiques. Une fierté là-bas, Laurence Okalia. Les sciences juridiques et politiques ont tracé un nouveau chemin au Cameroun. Les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale, venus de 6 pays de la sous-région, peuvent désormais l'emprunter. En inaugurant le bâtiment de cette faculté au sein du campus, ils souhaitent former des politologues et non des politiciens et leurs partis politiques, et des juristes et non des parlementaires et leur parlement. Nous voulons briller par l'originalité, la formation éthique, les nouveaux métiers du droit et de la science politique. Créée par l'État du Vatican, l'institution mise sur l'accompagnement spirituel de ses apprenants. L'Université catholique d'Afrique centrale a pour mission d'apporter son expertise dans la formation de hauts cadres pouvant aider ces pays à s'inscrire dans l'histoire de l'Afrique. Depuis 1989, l'Université catholique d'Afrique centrale est au service de l'éducation, de la chrétienté et ça continue. La page des sports, on parle de cette veille du match Cameroun-Mozambique à Douala. 4 joueurs ont rejoint l'équipe. Aujourd'hui, sont désormais 23 lions indomptables dans la tanière, tous au complet. Et à Douala, retrouvons Monique Félicité Chouen pour cette veillée d'armes. Accueil des lions indomptables cette mi-journée dans leur hôtel de retour de Bépanda. À leur descente, Ngando Piquet et son équipe présents comme d'habitude. Pardon, dis-moi qui va gagner, les lions vont gagner. Pardon, dis-moi qui va gagner, les lions vont gagner. 40 ans auprès des lions de notre Cameroun, tout le temps, partout que Ngando Piquet, quand les lions sont là, on voit Ngando Piquet.
Un accueil chaleureux après une séance d'entraînement cette veille de match avec 23 joueurs. Le grand absent de ce regroupement, c'est le capitaine Maxime Choupo-Moting, retenu en club, blessé. Il est remplacé par Jérôme Onguéné. Ce jeudi, c'est un match de gueule attendu entre deux pays qui partagent la tête de la poule avec 4 points. Le Cameroun face au Mozambique. La sélection nationale du Cameroun, qualifiée d'office à la Coupe d'Afrique des Nations de 2022, se part peu à peu pour cette échéance. Tout un symbole, les Lions indomptables vont jouer au stade Omnisport de Bépanda à Douala, 22 ans après leur dernier match. Accès très restreint au stade à Douala demain. Match à suivre essentiellement sur toutes nos antennes CRTV. Ce sera pour vous, pour votre plaisir. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Elvire Angeline Ebalé et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Dieudonné Zra et Gilbert Onguéné. Retrouvez sur cette antenne immédiatement après le journal l'épopée du docteur Eugène Jameau, un documentaire que vous propose la CRTV. Très belle soirée sur notre chaîne et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées